en direct sur votre écran sur YouTube ou prochainement dans un host de podcast. Bienvenue à Entre les quatre coins du ring! Oui, c'était weird. Oui, c'était n'importe quoi. Alors, bienvenue au podcast de Entre quatre coins du ring où on essaye de se prendre pour le Ed Sullivan Show. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le Ed Sullivan Show, eh bien, allez sur YouTube, continuez d'aller sur YouTube après l'épisode pour vous cultiver. Alors, ici, Pierre-Luc S. en compagnie de Richard Adam Gagné. Cependant, les deux ensemble dans la même pièce, dans le même... On va dire studio. Genre de studio. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on est ici pour parler de nos pensées, de ce qu'on pense de l'événement Battleground. Battleground, le terrain de guerre. Wow, t'as été à l'université pour ça? Non, même pas. C'est Guilpé. T'as Guilpé? C'est Guilpé. Moi, j'ai pas besoin d'aller à l'université pour apprendre à faire quelque chose en 3 mouvements. Non, c'est ça! On y revient plus tard. Hashtag Kevin Dunn. Ceci étant dit, en train de faire des insides... oui, on est ici pour parler de l'événement Battleground et comme d'habitude, on a long à dire. Alors, restez des notes pour savoir si vous partagez si vos opinions sont les mêmes que les nôtres. Alors, pour commencer avec Richard, toi, en gros, le topo de Battleground, toi, comment tu résumerais ça? Ben honnêtement, moi de mon côté, j'ai quand même apprécié la soirée. Il y a eu des choses que j'ai détestées, on en parle plus en détail. Puis je pense que de mon côté, en discutant, on va avoir des belles surprises sur ce que j'ai pensé de la soirée. Ah oui, tu penses ça, toi? Ben j'ai hâte de voir ça. Écoute, on peut commencer avec le combat que je n'ai pas vu, mais que j'ai quand même entendu des bonnes. Kane Barrett contre R-Truth. Honnêtement, depuis le début qu'on a commencé à faire le show entre quatre coins du ring, c'est probablement le meilleur match pre-show qu'on a eu jusqu'à là. J'ai remarqué ça que les deux avaient une excellente chimie, mais ça c'est comme j'ai déjà dit précédemment, R-Truth, il est quand même assez versatile comme lutteur, mais l'âge est à de le rattraper. C'est ça. Mais R-Truth, honnêtement, a donné un très bon show le soir de Battleground. J'ai été impressionné. R-Truth, quand je le regardais, surtout dernièrement, je sais pas, il manquait quelque chose, il manquait d'énergie. Il faisait même plus ses moves classiques ou quoi que ce soit. C'était bien basic, puis ses matchs étaient pas longs. Là, on dirait que parce que c'était un match pour la couronne, il a plus sorti des choses. Honnêtement, R-Truth, c'est donné là, pour ce show-là. Ça a été très bien. Puis King Barrett, fidèle à King Barrett, donne toujours habituellement un show raisonnable au minimum. Donc, moi, honnêtement, j'ai quand même bien apprécié le match. J'ai donné 7 sur 10 à ce match-là. Moi, je l'ai pas vu malheureusement, comme tu as dit, mais à part que j'ai su que c'est que, par plein de commentaires sur Twitter, comme quoi que c'est même rendu à moitié de la soirée, les gens parlent encore comme quoi que King Barrett vs R-Truth était le match de la soirée jusqu'à maintenant parce que c'était un très bon match entre les deux néanmoins. Non, sérieusement, je suis... je suis d'accord. Ça n'a pas été le match de la soirée. Non. Puis avant le milieu de la soirée, il y a eu des meilleurs matchs, mais peut-être des matchs qui ont été moins appréciés selon ce que les gens veulent vraiment voir dans le ring de nos jours. Parce que c'est sûr que par la suite, on a eu 2 matchs qui ont été très solides au niveau du battle, au niveau des coups. Mm-hmm. Ça a été très rude, bon, donc beaucoup moins technique, peut-être moins beau. C'était vraiment juste, on se bâche sa gueule les matchs suivants. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont moins apprécié. Mais sinon, si on prend la lutte pour ce que c'est, oui, le match de Barrett a été très bien avec R-Truth, mais non, c'est pas le match de la soirée. Moi, je pense que j'ai pour mon dire que malheureusement, R-Truth, surtout plus pour Barrett que pour R-Truth, les attentes sont tellement devenues basses à cause de comment que les talents sont traités. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de ce que je vais dire là, le pouvoir de la plume. Ça va revenir souvent dans les prochains podcasts. Je vais expliquer au fur et à mesure ce que je veux dire par le pouvoir de la plume. Et par le pouvoir de la plume, il n'entend pas Wingardium Leviosa pour faire léviter la plume. Oh shit!
de la culture entre les 80 du ring. Vous ne vous attendiez pas à cela, hein, petit galopin. Non, sérieusement, ce que j'essaie d'en venir avec le pouvoir de la pub, c'est que King Barrett, ok, il y a un gros potentiel de main event, on va pas se le cacher. R-Truth, malheureusement, avec son âge, il y a pas autant de prestige, malgré que son WhatsApp pogne pareil, sa lutte pogne pareil. C'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire avec R-Truth, malheureusement. Moi, j'espère personnellement que R-Truth, il, quand même, puisse lui donner comme un excellent champ de signe. Mais là, pour venir à Barrett, parce que c'est pas la première fois que justement, Barrett puis R-Truth, ils animent les débuts de cartes à la WWE, puis ils font des matchs assez solides. Alors, mais donc la question se pose, pourquoi Barrett est encore dans les bas de 4, même s'il mérite d'être plus haut. C'est quand même Kane Barrett. C'est quand même un ancien 5 fois champion intercontinental, puis on peut pas, comme je répète, nier son talent. Moi, personnellement, j'étais quand même assez... C'est con, là. Mais en réalité, j'étais déçu que King Barrett gagne, par contre. Parce que, rendu là, j'aurais aimé mieux qu'on donne la gimmick de King à R-Truth, puis qu'il continue sa façon King WhatsApp, qui faisait rire tout le monde, puis toute l'équipe, et qu'on retrouve le bon vieux Bad News Barrett. Parce que j'appréciais quand même plus le Bad News Barrett, puis je trouvais qu'il y avait plus de potentiel dans ce personnage. Que le King Barrett. C'est ça. Ouais, vu de même, j'avoue. Mais néanmoins, on va passer au combat suivant, qui est Sheamus, le détenteur de la mallette de l'argent, Money in the Bank, contre la vipère Randy Orton. Ça, c'était ton match casse-gueule. Comme on avait prédit dans le dernier podcast, c'était le combat qui également allait être dans l'ouverture. Et comme de fait, c'était officiellement le premier combat à 8 heures de Battleground. Puis effectivement, ça a été un match vraiment casse-gueule. Les gars se sont donnés. Un peu comme j'en avais parlé. J'espérais que justement, autant l'un que l'autre n'ait pas peur de se varger dessus comme du monde. Ça a été vraiment ça. Le match a été quand même solide. Un petit ajout au look de Sheamus pour faire en sorte qu'on le trouve encore plus laid, l'anneau dans le nez. Je sais pas si t'as remarqué. Non, j'ai pas remarqué ça. Ah, et tu remarqueras, si t'écoutes Raw au SmackDown prochainement, il y avait un anneau dans le nez de plus. Juste pour rajouter encore plus à sa laideur. Non! C'est vraiment incroyable. C'est ça, le match a été bon en général. Ça a été rude, mais il n'y a rien eu non plus. On s'entend, là, c'est pas des lutteurs qui vont sortir des sauts de la troisième corde et des grosses affaires. Ben, ils ont pas besoin de faire ça. C'était basic, mais c'était efficace. Dans le fond, comme je peux dire, il n'y a pas eu de grands artifices. C'était vraiment, voici ce qu'on vous donne, c'est in your face, puis c'est ça. Tu penserais qu'un match comme ça, il irait plus loin dans la carte, justement, mais c'est parce que Sheamus, il essaie de le donner un petit peu, peut-être, parce qu'enfin, la WWE écoute nos podcasts. Tu sais, quand que je dis que Sheamus, il blesse des gens, puis là, finalement, il est pushé jusqu'à la lune. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre, mais bon. Mais ça change pas le fait que c'est vrai que Sheamus, quand il est dans son élément, peut livrer des excellents combats. Quand il est pas dans son élément, ça c'est une autre paire de manches. Durant le dernier podcast, j'ai oublié un élément extrêmement important. Quoi donc? Qui a fait en sorte que j'avais pris pour Sheamus. J'avais oublié le fait que c'était à Saint-Louis. Hometown de Orton. Oui, mais avoir pensé à ça, tout de suite, j'aurais dit Orton va gagner. Moi, j'ai quand même dit Sheamus par le fait que t'as Sheamus qui est Mr. Money in the Bank. T'as le fait que le Hometown Boy, la gimmick du Hometown Boy, il joue, la WWE, il joue de moins en moins. À preuve, en quelque part. Quand ils étaient en Angleterre. Quand ils étaient en Angleterre, ils ont fait perdre. Ils ont fait perdre Barrett. Quelques années avant ça, ils ont fait perdre la ceinture européenne à Shawn Michaels. Oui, effectivement, plus récemment, ils ont fait perdre Page. Pour revenir à Shawn Michaels, ils ont fait perdre la ceinture à Shawn Michaels contre British Bulldog, qui était le main event dans une tournée en Angleterre. Et il n'était pas supposé gagner la ceinture, mais par le biais de la politique, a quand même réussi à gagner la ceinture européenne de British Bulldog. Il y a eu aussi, on peut penser à la rivalité entre Cena et Edge, que l'un et l'autre se sont échangés des victoires au hometown de l'autre durant la rivalité. Donc ça c'est plus respectable à ce moment-là, dans le cas de Edge et John Cena. Mais
pareil, tu sais, je dirais ça, c'est un truc qui ont pris de la ECW parce que ECW ont été les premiers à arriver et dire c'est ton hometown boy, mais on va créer la controverse. On fait perdre ton hometown boy. Ce qui fait que l'opposant, si c'est un heel, il l'est encore beaucoup plus. Oh. Ils ont osé, ECW a osé casser cette règle d'or. Oh, mon Dieu! Il y avait de l'argent à faire là-dedans. Mais ça, si on parle de quelque chose d'il y a près 20-25 ans, c'est plus pertinent en 2015, je regrette. Mais Randy Orton a... pour moi, Randy Orton, je trouve qu'il en a perdu en mesure, c'est que il se force plus autant. Mais chez moi aussi, il faut dire qu'il se force plus autant qu'avant. Randy Orton, c'est Monsieur RKO. Sheamus, c'est Monsieur... il fait plus de lutte, je trouve, Sheamus, que Randy Orton. Il faut quand même lui donner ça. Mais Orton, c'est vraiment plus son DDT en suspension de la deuxième corde, son RKO. Mais en même temps, c'est maintenant, ça fait Sherman. Ou ça T-Bone, excusez. C'est vrai, ça, il fait des belles T-Bones, c'est vrai. Mais c'est quand même des... quand je peux te dire ça, c'est quand même des... c'est juste ça, les pas. On accuse Cena d'être juste de 5 move of Doom. Même un 6e avec le Springboard Stunner. Master Randy Orton aussi, c'est devenu ça, là, c'est devenu juste un gars RKO. Comme au même titre quasiment que Ron Simmons, c'est devenu... Damn! Mais c'est, s'ils font de l'argent avec ça, puis plus avec ça qu'ils font de l'argent, tabarouette, on est qui nous autres vraiment pour critiquer? À court terme, on est personne, mais à long terme, Randy Orton, moi, ça va me laisser l'as personnellement de toujours être juste le gars qui fait des RKO au lieu de bien placer ses foot stomp, au lieu de bien placer ses manchettes européennes, son backbreaker, même ses headlocks, tabarouette. Ben, la seule chose que j'aurais à dire sur ce que tu viens de dire, c'est que oui, Cena, on lui reprochait, entre guillemets, d'être Mr. 5 Move of Doom. Sauf que, honnêtement, si on regarde ça d'une manière objective, ceux qui disaient ça, c'était juste une raison pour pas aimer Cena. Effectivement, c'était une raison pour pas aimer Cena. Malheureusement, ils sont une majorité. Ça veut pas dire qu'ils ont plus raison. Exact. Parce que vice-versa, Orton, lui, tout le monde l'aime à cause de ses RKO out of nowhere. Mais en réalité, comme tu dis, il fait pas plus de moves. Donc, c'est juste une question de perspective, je pense, à ce moment-là. C'est parce qu'un RKO, c'est plus snap. Tandis que, il t'a pas besoin de gros setup de la mort, c'est un snap RKO, merci, bonsoir. Les gens aiment ça, voir ça, que c'est comme une surprise, tu sais. J'ai les pris tout tantôt, mais ça, c'est pour comme... C'est le même effet, dans le fond, là. C'est le bang, right, direct, là. C'est... Mon fusil est déjà chargé, puis j'ai tiré, j'ai atteint ma cible, puis t'en es même pas rendu compte. C'est assez badass comme concept. Ben, c'est justement ça le concept de RKO. Fait que je dois avouer, pour venir au combat, mais qui quand même donne l'emphase aussi sur le combat lui-même, parce que de ce que je parle, on l'a quand même vu dans le combat. Oui, c'était un bon combat. Moi, personnellement, je donne 8 sur 10 à ce combat-là. Alright then. Fait que là, on passe au deuxième combat, qui était The Prime Players qui défendent leur ceinture par équipe contre les anciens champions de New Day. Un match qui n'a pas été si pire. Spoiler, j'ai pas aimé ça, j'ai trouvé ça off. Il y a quand même eu des choses nice. Personnellement, en partant de choses, Titus O'Neil et ses chops, j'étais comme mon Dieu, qui les a rentrés, genre, pis solide, là. T'avais l'impression que Big Show slappait comme une tapette comparé à lui, là. Non, ça, il faut lui donner ça à Titus O'Neil qui remonte un petit peu par petit peu en tant que compétiteur, pas juste pour son PR, en tant que père de l'année dans le monde des athlètes, mais également comme performeur à part entière, comme lutteur à part entière. Moi, je t'en ai parlé un petit peu avant qu'on rentre en ondes. Je vois un potentiel dans Titus O'Neil. C'est juste une question de temps. Je trouve qu'il est à sa place avec part-time players, les Darren Young pour l'instant. Le combat, je le répète, j'ai trouvé un petit peu off. Ouais. Comme il y a eu quelques bons mots. Il y a eu ça. Il y a eu Biggie qui nous a sorti une espèce de splash sur le apron du ring. Que j'ai quand même fait ouf.
C'est la première fois qu'on le Ça, voit. d'ailleurs... C'était bien, là. Ça d'ailleurs, moi j'ai pas trouvé. Ça d'ailleurs, moi c'est une remarque que j'ai lue et que je trouve que ça fait de sens malheureusement. Je sais pas si c'est bon temps d'en parler là parce que un des thèmes de Battleground c'est le Rain Apron. Il y a eu combien de bombes dans le Rain Apron? Il y en a eu beaucoup, puis je sais où tu t'en vas avec ça. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une manière de la WWE de copier la ROH. C'est une manière plutôt d'essayer d'attirer le public de la ROH vers la WWE. Parce qu'on s'entend que le WWE, eux autres, Vince McMahon veut la domination totale, mais c'est parce que sans les indépendants, Vince, tu peux pas rien faire. T'as pas de business. Comme si anyway, ce qui faisait la popularité de la ROH, c'était les bombes sur l'apron, tu sais. Je veux dire, oui, peut-être que le public apprécie ça, mais genre, t'enlèves ça, puis la ROH va rester une très bonne ligne malgré tout, là. C'est justement, là, il a pas compris l'affaire. Oui, ça a l'air extraordinaire, mais... en même temps, non, c'est pas... c'est très dangereux comme spot, là, sur cette partie-là du ring. C'est quand même, tu tombes sur du métal direct, là. C'est ça, c'est vraiment pas agréable. En tout cas. Pour continuer, peut-être que ce que toi t'as pas apprécié, il y a eu des gros fuck-up, par contre. Tu les as sûrement remarqué. Ben oui. Déjà, le gros fuck-up de Darren Young... qui arrive pour donner un coup de pied dans le ventre de, je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'était Biggie, puis Biggie qui attrape pas le pied, puis que là tu le vois que Darren Young il sautille un petit peu, puis il fait semblant de redonner un coup de pied juste pour que Biggie le rattrape, pour qu'après ça il puisse faire son injury. Celle-là j'ai trouvé fait ok, genre au pire t'atterris, tu redonnes un deuxième kick, tu tiens pas sur un pied, puis kicker dans le vide, là, non, ça marche pas ça. Puis l'autre gros fuck up, mais celle-là, j'étais comme non, s'il te plaît, là. Titus O'Neil qui arrive suite à une charge dans le coin du ring pour se lancer dans les cordes, mais il devait avoir un coup de la part de Woods. Il arrive pour se lancer dans les cordes, et puis là, il voit que Woods il est de l'autre côté, en plein milieu, charge de côté pour se lancer des cordes du côté de Woods. J'ai fait, non, tu viens pas de faire ça, là, comment? C'était vraiment laid. C'était horrible. Je sais pas si tu l'as remarqué, ça là, c'était quelque chose. Ça va apparaître dans un Botchamania bientôt sur YouTube, dans un ordinateur proche de chez vous. Non, mais c'est clair que c'est parce que, comment dire... non, c'est quasiment inexcusable, c'est pas mal basic, mais moi je peux te garantir que ces gars-là, ils vont manger de la merde, pis c'est peut-être aussi pour ça que c'était le match le plus court de la soirée. Effectivement. C'est pour ça. Puis le finish a été ordinaire aussi. Moi, j'ai donné 7 sur 10 à ce match-là. Moi, je suis pas très d'accord que Primetime Players soient encore champions, effectivement. J'aurais préféré voir dans mon vote. C'est pas juste parce que j'avais une préférence pour The New Day. The New Day, t'avais encore quelque chose à faire avec ça. Mais ça a l'air d'être parti pour qu'il y ait encore un autre match. Là. Ouais, c'est sûr, mais c'est encore une fois là. À quel point tu peux. Je pense avoir une stipulation sur à quel point tu peux faire des rematchs? Ça va être le dernier. Un moment donné, des rematchs. T'as Kevin Owens et John Cena qui rendent ça agréable, mais ça on va en parler plus tard. Mais tu sais, les gens je pense se plaignent de ça. Je dis bon ben faut se mettre dans ce contexte-là. Pourquoi je paierais 60$ originellement pour voir la même carte d'avant? D'un autre côté, à cette heure tu payes 10$, tu payes des peanuts pour voir. Ouais, merci avec la 11$ ici au Canada. Attends, tu payes des peanuts pour voir 56 matchs entre Darren Young et Tyson O'Neil contre le New Day. Mais comme je dis, moi je pense qu'on va avoir un rematch, mais avec stipulation. Je pense que c'est puis ça va être le dernier à SummerSlam. 3 contre 2? Ben, ça serait intéressant, honnêtement. Ça serait vraiment intéressant. Mais avec la condition que... Puis là, après ça, tu mets dans l'engrenage vraiment la Freebird Rules. Oui, parce que là, ils ont gagné à 3. Donc là, tu pourrais vraiment partir à dire le New Day, ils ont le droit à la Freebird Rule parce qu'ils ont gagné la ceinture à 3. Fait qu'ils peuvent à la limite faire comme les Freebirds, lutter à 3 en même temps s'ils veulent. Exact. À cause de la Freebird Rules. Exactement. Donc honnêtement, moi là-dessus, je le dis tout de suite, là, quand on va en parler dans 2-3 semaines, je le dis déjà, à moins qu'il y ait vraiment des choses qui se passent durant Raw ou SmackDown dans les 3 prochaines semaines, je m'attends honnêtement à ce que New Day cette fois-là reprenne leur ceinture. Ben il faudrait, parce que vraiment, comme je n'avais pas dit, il y a de quoi mousser avec ça. Là. Il y a sérieusement de quoi mousser avec ça. Donc au cas où je l'avais pas dit, 7 sur 10 ce match-là.
Moi, j'ai juste pas adoré. J'ai juste pas aimé pantoute ce match-là. Mais là, parlant de matchs que j'ai pas aimé, là, on sort vers un match que c'est le contraire. Ah ouais? Ah oui. J'ai adoré ce match-là. C'est lequel? Bray Wyatt versus Roman Reigns. Je te laisse commencer parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que t'as aimé tant que ça de ce match. Écoute, honnêtement, pour deux gars qui sont pourtant d'assez différents et de backgrounds différents, même si les deux ont des prestiges de famille, tu sais, je veux dire, d'un côté, t'as la combinaison entre IRS / Mike Rotunda puis Barry Windham, qui devient ensuite Bray Wyatt, mais Bray Wyatt qui devient son propre homme, avec la gimmick de Bray Wyatt, versus un autre prestige, un autre pedigree de lutteur en Roman Reigns, qui est un lutteur qui provient des Samoans, hein, tu sais. On s'entend que Afa, no matter what, c'est pas de la marque qu'il fait comme lutteur, là. La WWE va toujours critiquer les lutteurs des Samoans à cause de leur poids, mais ils peuvent pas dire ça sur Roman Reigns, mais pas pantoute. Oh, mais Roman Reigns, il y a le look dans le sens de ok, les tattoos, tout ça, mais il est pas gras pour 2 scènes. Non, il est pas gras pour 2 scènes. Puis, en plus, il est en chaise. C'est pour ça que la WWE veulent Roman Reigns comme pour Superboy, mais ça ne marche pas, parce qu'on le répète, il est enfoncé dans notre gorge, puis dans nos gorges. Non seulement il est pas prêt, puis ça se voit qu'il est pas prêt. Mais son charisme, il est affreux. C'est pour ça qu'il est d'accord avec Dean Ambrose. Dean Ambrose a un charisme naturel, puis ça permet d'oublier que Roman Reigns, il c'est pas grand chose finalement, malheureusement, parce que Roman Reigns, c'est pas débarqué de la gimmick de The Shield. Non, vraiment pas. Seth Rollins, c'est malade, c'est son évolution depuis la dernière année. Dean Ambrose aussi, c'est malade, mais Dean Ambrose a moins de reconnaissance. Il en mérite beaucoup plus, ça on dit et on le répète. Et s'il le faut, on va le répéter jusqu'à la fin de nos jours. Puis d'ailleurs, j'avais même pas remarqué quand on en a parlé la semaine passée, mais pas Dean Ambrose. Absent durant Battleground. Absolument, ça a manqué de Dean Ambrose. Quand j'ai écouté la soirée, puis j'ai remarqué ça, puis j'ai fait... Mais voyons donc, comment ils peuvent tasser Dean Ambrose? Ou même Stardust, mais ça, que si tu veux, ça, c'est une autre paire de manches. Il aurait pu effectivement faire un match bouche-trou en Stardust et Dean Ambrose, mais en pre-show, tu sais, même avant. Là, il n'y avait pas plus Cesaro, il y avait pas Dean Ambrose Cesaro. C'est un décart. Ça aurait été malade. C'était dégueu. Mais là, à ce temps, Cesaro, c'est il est du côté de la lumière, fait que... Il est bien parti en tabarouette. Je pense que là, si la WWE ose dire que Cesaro n'a pas de charisme, là. Il y a du charisme, Claudio Cassiano, là. Viens pas me dire le contraire. Il y a du charisme. Il y a du charisme qui peut justement rivaliser celui de Bray Wyatt. Oh. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Bray Wyatt, c'est un personnage que Cesaro, c'est un vrai lutteur, d'apparence lutteur. Quand il était justement à la ROH avec sa gimmick de King of Wrestling. Ouais, puis de son vrai nom, Claudio Castiglione, en fait, je pense. C'est ça. Castiglione. Ouais, le fait, c'est que là, c'est une vérité, là, j'aime pas ça. Ouais, mais là, le fait, c'est que c'est un des seuls, des très rares que j'ai connus depuis ce temps-là. Puis quand je l'ai vu arriver en tant que Cesaro, puis qu'en faisant des recherches, j'ai réalisé que c'était lui, j'ai fait, c'est bien cool. J'étais content de voir qu'un lutteur que j'avais vu à ses débuts soit rendu là. C'est le fun de voir cette évolution-là. Effectivement. Fait que c'est comme je disais, monsieur, il y a du charisme à faire avec. Il y a de l'argent à faire avec Cesaro, là. Comme il y avait de l'argent à faire avec Wyatt puis Roman Reigns. Tu viendras me dire que ces 2 matchs contre Cena à Raw, il était pas bon, puis tu viendras me dire qu'après ça, le Triple Threat, il était pas bon, puis son match contre Rusev, il était pas bon. Je vais dire que tu connais rien à la lutte, mon homme. Là. C'est ça. Mais pareil, pour venir à Bray Wyatt, Roman Reigns, puis qu'on va comparer à Cesaro, quand même, parce que moi, tout ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils ont fait une histoire derrière ça et qu'ils l'ont suivi. Souvent, t'as des combats aussi qui font des histoires, mais quand ça arrive au combat de lutte, ils les suivent pas. T'sais? Mais dans le cas de Roman Reigns puis Bray Wyatt, ça fait la job. C'était pas le gros match de lutte extraordinaire, mais t'avais des belles passes, t'avais des... tu voyais quand même ressortir de Roman Reigns une volonté, une de plus que d'habitude. Là, c'est le malade mental qui s'en prend à ma famille. Je ne sais plus si je suis quelque chose de plus.
Ça, c'est plus un combat de lutte, c'est un combat à mort parce que ouais. c'est personnel, c'est une vraie guerre. En voyant ce match-là, j'avais vraiment ce pressentiment-là. Et le punch de la fin, plusieurs ont détesté, moi j'ai adoré. Le retour de Luke Harper. Luke Harper. Dommage que Eric Rowan soit blessé. Tellement fucking dommage. Fait que tu sais, de ce match-là, je complimente tout parce que t'as quand même Bray Wyatt qui est quand même un très bon athlète, même si Roman Reigns est un athlète supérieur, ça change pas le fait que Bray Wyatt, il va prendre les coups comme un chef de Roman Reigns. Oh oui. C'est pas celui qui va dire tu me vaches dessus, tu me fais mal, je vais répliquer en te faisant autant mal. Tu sais, c'est pas un Brock Lesnar, c'est pas un Sheamus, mais il va manger sa volée légitimement. Parce que on s'entend, Roman Reigns, il va en crise quand il passe, quand il manque pas son coup, c'est comme on le sait. C'est splash au coin, tes gens-là. Ouh, je voudrais pas être à ta place. C'est ça. Puis pourtant, lui, Wyatt ne s'en plaint pas d'être à cette place-là. Moi, dans l'angle que tu t'en vas, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que depuis le début, la rivalité entre Wyatt et Reigns, on a une rivalité, comme je dis, qui tourne autour de la phrase Anyone but you, mais aussi qui tourne beaucoup autour de la famille. Et c'est ce qui est bien parce que là, avec Luke Harper qui revient, on continue avec la famille voilà. Wyatt et vice-versa. Avec ce qu'on a vu à Raw, Dean Ambrose, le frère, comme il s'appelle tout le temps, qui s'en retourne du côté de Roman Reigns. C'est bien parce qu'on voit vraiment les familles qui s'affichent. C'est ce qui est agréable. Tu as parlé d'Eric Rowan. Moi, honnêtement, je serais pas nécessairement 100% surpris que d'ici 2 semaines, Eric Rowan revienne, excuse-moi. Puis que vraiment la famille Wyatt soit complète. Mais est-ce que Eric Rowan peut lutter? Est-ce qu'il peut lutter pour même SummerSlam? Hey, je vais être méchant, mais excuse-moi, mais même s'il serait pas blessé, il sait-tu lutter, Eric Rowan? Moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas, Eric Rowan. Je vais être honnête. Non. Il fit dans il y a rien qui est à lui. C'est ça. Il y a rien pour lui. Il fit dans la gimmick parce qu'il est vraiment énorme. C'est un monstre. Il est capable de... Mais ils savent définitivement pas quoi faire avec lui. Le plus qu'il peut faire avec Rowan, c'est pas Eric Rowan, c'est ça. C'est faire body slammer Big Show comme si de rien n'était. Exact. That's it. Donc. Mais beyond that, il l'exploite pas davantage, WWE, cet aspect-là. Ils ont essayé combien de choses avec Eric Rowan depuis la séparation de la famille Wyatt. Au début, ils cherchaient sa mère. Là, après ça, ils ont changé d'idée. Ils ont fait, OK, on va aller vers une gimmick que c'est un sur-intelligent, qui a un QI de fou. Ils ont abandonné ça aussi. Après ça, c'est juste devenu rien. C'était un jobber. Puis après ça, ils ont fait, OK, on sait vraiment pas quoi faire avec toi. Puis Luke Harper, présentement, il est hot, mais lui non plus, on n'est pas sûr où est-ce qu'il s'en va. Fait qu'on va vous remettre ensemble. OK. Le pouvoir de la plume. Donc, c'est juste ça qui est triste. Mais comme je dis, pour ce qui est de l'événement à SummerSlam qui s'en vient, si les vous dire ça va être vrai, et je trouverais ça extrêmement intéressant si ça s'avère vrai, ça serait écœurant de voir Eric Rowan qui revient, et là, ils sont 3 contre 2, et qui viendrait pour sauver la face à Eric Rowan et Dean Ambrose? Sting! Exactement. Et ça fitterait mais du feu de Dieu. Ça serait incroyable. Ça serait oui. Le pire, c'est que oui. Et puis par la suite, de voir Bray Wyatt qui veut se venger, puis à Survivor Series, un Bray Wyatt contre Sting. Parce que là, il parle que, en plus de ça, Sting, il est encore, non seulement il est encore capable, là, il s'est vraiment sérieusement remis en forme solide. Oh, le gars, il a encore la passion, là, Steve Borden, là, c'est malade. Ce gars-là va mourir avec le feu sacré. Il va mourir, ça c'est clair. Ce gars-là, c'est la seule perle rare que la WWE aura jamais été capable d'avoir de son bon temps. C'est la seule. Il y a Shawn Michaels, il y a Undertaker, puis il y a Sting. Il y a personne qui va à l'épaule de ces 3-là. Désolé Triple H, mais ça c'est la vérité. Oh! Non, c'est la réalité pareil, c'est exactement. Donc, honnêtement, avec Taker aussi, on va y revenir plus tard, qui lui aussi a l'air d'être vraiment en train de se remettre en forme. C'est quelque chose qui peut être quand même intéressant, ça aussi. Mais honnêtement, j'ai des espérances pour ce qui est de Eric Rowan et de Sting qui se rajoutent et fassent un six-man tag à SummerSlam. Ça serait vraiment bon. Et de voir, comme je dis, Bray Wyatt qui est aujourd'hui et depuis quoi? Moi, je vais dire ça comme ça. Depuis minimum 15 ans, un des seuls qui est capable d'avoir une gimmick de ce calibre-là, de ce type-là. Tellement. Tu mets
Tu essaies de mettre une gimmick non réaliste entre les mains de n'importe qui et ça plante à tout coup. On a eu Boogeyman que la gimmick avait un potentiel, ça l'a planté. Ben, ça l'a planté à Boogeyman parce que c'était pas... Ça aurait pu être très cool. Oui, mais c'est le gars derrière qui était le problème. C'était pas le pouvoir de la plume. C'est vraiment, dans le cas de Boogeyman, c'est vraiment le gars derrière. Exact. Tout ce qui était... Ils ont même essayé de le changer. Tout ce qui était, c'était une shape. Un gars qui était willing de se défigurer la face pour faire partie de la gimmick. Manger des worms. Puis manger des verres dont la moitié c'est des vrais verres. Fait que tu sais, oui, il s'est fait quand même pas mal d'argent. Moi je peux te dire quand que il y a des gars qui ont fait beaucoup moins que ce monsieur-là. Puis ils ont fait comme peut-être beaucoup plus d'argent que lui. Est-ce que ça valait la peine à ce moment-là? Remarque lui il a trippé. Fait que tu sais, dans le cas de Boogeyman, tout le monde est gagnant. Exactement. Mais tu sais, comme je dis, il y en a eu d'autres des gimmicks comme celle-là, que c'était pas une gimmick réaliste, c'était vraiment une gimmick surréaliste, de type, on peut quasiment dire mythique. Un phénomène de foire. Et ça plante. Ça plante parce que les gens, pour eux, la gimmick mythique, c'est juste une seule personne, c'est Undertaker. Exact. Mais pourtant, de nos jours, Bray Wyatt est en train de prendre autant de place. Bray Wyatt fait sa place. C'est ce qui est le fun de voir. Et de là, de voir un Bray Wyatt contre Sting, ça serait vraiment cool. Mais pour revenir au match entre Wyatt et Reigns, encore un match qui a été très rude, qui a été très solide. La seule passe qui vraiment m'a fait dire wow, puis que j'ai été impressionné, que j'ai comme fait wow, ça c'est cool, c'est quand Roman Reigns a voulu rentrer son fameux running kick à l'extérieur, et que t'as Bray Wyatt qui se relève genre une fraction de seconde et qui lui rentre une de ses clotheslines. Ben c'est justement, c'était beau, c'était vraiment beau. Des passes comme ça, des reversals comme ça, c'est dans ce match-là que t'en as vu plus dans les autres combats. Exactement. Quand tu as dit qu'il y avait une belle chimie entre les deux, que les deux pouvaient raconter l'histoire qui suivait le build-up, là, c'est entre autres de ça. Ça démontre là, à quel point que, psychologiquement parlant, Bray Wyatt, il connaît son ennemi, puis ça fait genre, ça amène à des belles parts intéressantes. Ça fait genre, oh shit. Exactement. Oh shit. Moi, j'ai adoré ce match-là. C'était pas un combat de lutte scientifique. C'était un très beau combat de lutte psychologique. Exact. Moi, j'ai donné 8 sur 10 à ce combat-là. Alright, sais-tu qu'on a parlé de ce segment-là de à peu près 12 minutes et demie. On a dévié beaucoup. On a dévié pour finalement donner plus d'importance à le début qu'est Bray Wyatt contre Roman Reigns. Ça s'en va vers où et ça va être plus intéressant parce que. Exact. Alors, le combat, c'est un combat qu'on n'a pas parlé dans le podcast. On savait pas que c'était pour arriver. En fait, je pense qu'on a glissé mot en disant il va avoir un match de filles, on sait juste pas c'est quoi. Non, on sait pas c'est quoi, mais c'est quand même quelque chose qu'on a apprécié de voir, moi j'estime. J'ai juste trouvé ça plate. Un détail que j'ai trouvé très plat, mais ça, on va y venir. Nikki, c'est Brie Bella contre Sasha Banks contre Charlotte. Triple Threat qui était dans le fond le choix de chacune des trois équipes. Mm-hmm. Donc les Powerpuff Girls contre l'équipe... Les Powerpuff Girls. Charlotte, j'ai adoré le meme sur internet quand j'ai vu Charlotte avec Becky Lynch et Paige. C'est les Powerpuff Girls. Et ça fait du sens. Becky Lynch serait Blossom. Paige serait Buttercup. Puis dans le fond, Charlotte serait Bubble. Je vous laisse, mesdames et messieurs, penser à cette image mentale. Au pire, il y a toujours le même sur Facebook, sur les Google. Vous pouvez googler l'image. Je suis sûr que vous allez trouver l'image dont je parle si vous ne le savez déjà pas. Et c'est juste awesome. C'est vrai. Donc, Powerpuff Girl, on va regarder. Contre Bad. Oui, ça, j'ai adoré ça aussi comme principe. Beautiful and Dangerous. Yeah. Contre Sasha Banks, Naomi et Tamina, alias, ce que moi j'appelle équipe potentielle. Pareil, parce c'est que. eux Bad, en fait. Excuse-moi, à cause des premières lettres de nom, c'est Nikki Bella B. Alicia Fox A. Je pensais à les autres Bad. Je m'excuse de cette erreur de distraction de ma part.
Oui, mesdames et messieurs, dans mon studio, c'est tellement bien sonorisé. Si vous l'entendez pas, tant mieux pour vous autres, mais il y a des gens qui jouent dehors. Et oui, en 2015, ça existe encore des gens qui jouent dans la rue. C'est fantastique. Pendant que nous, on est en train de faire un podcast. Mais bon, on aime ça aussi faire ça. Tout pour dire que Match de filles. le match de filles avec les Powerpuff Girls contre l'équipe Bad, contre dans toutes les temps d'ailleurs, contre L'équipe qui non, fait faux. Pas en tous les sens, je m'excuse. Je me suis encore mélange. Tabarouette, faudrait me compte donc. Parce que pour moi, ben, contre l'équipe, si on veut, vétéran, il y a le moins d'allure. Ouais. Par vétéran, il y a le moins d'allure, je parle aussi de Nikki Bella et Alicia Fox. Et qui se servent encore une fois de Brie Bella pour le bouche-trou / ben c'est la femme à Brian. C'est celle qui est capable de faire bien paraître les autres. Fait que c'est elle qui va être le bouc émissaire de sa propre sœur. Oui, mais... Bravo. Non, mais c'est pas ça. C'est justement, Nikki Bella, elle s'est dit, ouais, mais ça serait plate que pour ces deux nouvelles-là, il y ait un match pas bon pour leur première fois. Fait que je vais me sacrifier puis je vais leur donner une bonne adversaire. C'est juste ça, là. Mais, parce que ça change pas le fait que Brie Bella a perdu. Remarque, elle a perdu. Remarque, elle a tapé out sur le figure 8 de Charlotte. Je suis obligé également de te dire que le combat de filles était bon. Moi, j'ai bien aimé. Pour ton bémol, là. Ma bémol, c'est juste le finish. Je suis content que Charlotte ait gagné. Je suis pas content qu'il ait mis Brie Bella parce que dans le fond, c'est. T'as deux filles de la NXT et une vétérane de WWE. Ok. Parce que le problème, c'est qu'avec comment ils traitent Brie Bella, tu peux le voir à l'avance, c'est elle qui était pour prendre le pin, c'est elle qui était pour prendre le. Qui était pour être le bouche-trou dans le fond pour Alicia Fox puis la championne Nikki Bella. Je trouve ça juste plate comment ils traitent Brie Bella qui est passée de quasiment la top face des filles à l'ultime bouche-trou. C'est parce qu'il y a deux choses là-dedans. De un, let's be honest, si elle avait mis Nikki, ça aurait donné un match beaucoup moins bon. De un. De deux, si elle avait mis Alicia Fox, ça aurait été pire. Fait que Alicia Fox peut faire des belles affaires quand elle veut. Elle peut faire des belles affaires quand elle veut et elle avait des adversaires pour faire des belles affaires. Mais le zéro charisme, par exemple. Qui est Alicia Fox? Oh, moi je trouve qu'Alicia Fox, ça vaut pas. Zéro charisme, mais elle peut quand même faire des affaires. Puis t'as Sasha Banks puis Charlotte qui au pire vont la faire travailler solidement. C'est sûr que c'est plus facile pour Sasha Banks puis Charlotte de travailler avec Brie Bella. C'est nettement plus facile. Mais c'est parce que là, t'as après dévalorisé une valeur quasi sûre. Ouais, mais c'est pas comme si c'était la première fois qu'elle dévalorisait. Hein. Ouais, mais c'est à se demander si Brie a encore une valeur, là, to be honest. Là. Oui, mais c'est ça triste, le problème. mais... C'est ça le problème. Brie mérite d'avoir sa valeur et là, à cause de ces niaiseries-là, le poire de la plume, elle l'a de moins en moins. Puis c'est une honte, mais encore ça revient à un gros débat qui est. Je pense que ça devrait être un podcast. Quel lutteur devrait être pushé et quel lutteur qui est pushé ne devrait pas être pushé? À un moment donné, on va revenir à ça. Je pense qu'on va revenir à ça. Mais sinon, à part de ça, t'as pas détesté le match. J'ai pas détesté le match, j'ai même été parce que quand même, les gars étaient quand même bien placés. Écoute, c'est vrai parce que c'est vrai qu'avec les trois, c'était magique. Ça change pas le fait, comme je te dis, que Colin, c'est juste plate que ce soit Brie Bella, que tu pouvais voir des kilomètres à l'heure, que c'était elle qui était pour prendre dans le fond qui était dans le fond le sacrifice. Mais le but de ce match-là d'avance c'était de faire valoriser les filles de la NXT. Puis tu pouvais pas faire un triple threat de filles de la NXT parce que t'as Becky et Charlotte qui sont dans la même équipe. Donc, ça avait pas le choix. Puis comme je dis, si t'aurais mis Nikki ou Alicia Fox, le match aurait pas été aussi bon. Donc, il y avait juste pas... D'une manière ou d'une autre, c'était sûr que c'était la team à Nikki qui se faisait piner. Point. Ça aurait pu être n'importe quel des trois, c'était sûr que c'était une des trois qui se faisait piner. Parce qu'il fallait builder leur rivalité par rapport à ça. Ironiquement, la révolution que AJ Lee a essayé de pousser avant sa retraite, finalement, elle a pris place un peu avant Battleground. Ça, je trouve ça dégueulasse de la part de WWE, parce que dans le fond, l'initiative de
cette même révolution vient de Diva for Change. Et ensuite, tu vois AJ Lee qui était la parfaite, si tu veux, la candidate parfaite pour pousser ça. Sinon, t'as Paige. Finalement, ils ont pris Paige. Business is business. Mais ça change pas le fait que c'est un... Mais ça l'aurait pu être AJ. C'est AJ qui a décidé de partir. AJ a décidé de partir, mais c'est comme si M. Punk elle a quand même essayé de pousser ça. Puis... pendant des mois, ça n'a rien donné. Là, finalement, elle est partie. Puis finalement, ben non, c'était le dé de Paige. C'est beaucoup de dommages collatéraux. Au même titre que Nikki Bella, qui est une des pires championnes qu'on peut pas avoir en fait dans les divisions féminines. Tu ne crées pas un intérêt avec Nikki Bella, même si c'est vrai que c'est la blonde à John Cena, même si c'est vrai que c'est une des stars de Total Divas. C'est parce que les gens qui payent entre 50 puis 400$ pour aller voir un gala de lutte se caler de Total Diva pendant cette période-là. Puis à voir comment les personnes cheeraient pour la NXT, t'avais clairement beaucoup de monde qui connaissait les filles, qui connaissaient Sasha Banks et Charlotte. Donc la révolution est en train de se faire pour de vrai. Puis effectivement, t'as raison là-dessus. Si on parle du match pour ce que c'était, on enlève tous les éléments qu'on vient de parler. Première surprise de la soirée, match de la soirée pour moi. Ah oui? Match de la soirée pour moi. J'ai été très impressionné par tout ce que les filles ont offert. Sasha Banks a offert un show, ma foi, incroyable. Oui. Sasha Banks s'est donné à 2000%. Sérieux, même Charlotte a donné l'impression de moins se donner. Puis pourtant, c'est pas que Charlotte elle veut pas, là. C'est que Sasha Banks, elle voulait tellement, là, que c'était juste wow. Ben, Sasha s'est vraiment donné. Sasha Banks en a beaucoup sur les épaules, là. Faut que tu penses le fait que c'est la championne couronne de NXT. Faut que tu penses au fait que elle est encore jeune. Faut que tu penses au fait que là, présentement, oh shit, est dans le main roster. C'est pas juste ça, c'est quand c'est pas le temps de fucker le chien, là. Mais vraiment pas le temps. En plus, faut que tu rajoutes deux éléments à ça. De un, on peut pas dire de elle que c'est la diva classique. Elle est pas grande, elle a pas beaucoup de seins, elle a la chance d'avoir un look très beau malgré tout, un peu comme AJ. Donc, ça passe bien. Mais sinon, ça reste que c'est pas dans la beauté classique des divas. C'est pas, genre, là, on va te reprendre. C'est pas dans la beauté superficielle des divas. Oui, mais parce que Sasha Banks, elle a une très belle femme, pareil, là. Elle a une beauté naturelle qui se rend, holy shit, j'aurais un kick sur elle. Là, tu te rends compte aussi ton personnage, c'est une total bitch. Holy shit, ça allait te pogner ça allait te casser le cœur en tabarouette. C'est la diva heel parfaite présentement. Moi, j'aime mieux, pas pour ce qui est du heel, là, mais tu parles de beauté, puis j'ai un kick dessus. Moi, j'aime mieux Becky Lynch. Becky Lynch, là. Becky Lynch aussi, elle est vraiment pas laide. Elle est vraiment belle, puis en plus, avec son look qu'elle a présentement, style steampunk, c'est vraiment hot. Ben oui, mais ça, c'est plus notre côté geek qui capote sur ça qu'autre chose. Parce que tant qu'à faire, on peut aussi dire qu'il va Mary, Eva, moi, je l'ai pas regardé à NXT encore. Non, je parle juste pour le look, là. Eva est quand même... non plus. Elle aussi, c'est une belle femme. Moi, personnellement, le problème avec Eva, c'est. Tu le vois que c'est une fainéante puis une ingrate, puis non, moi, ça me turn off carrément, là, personnellement. Ce qui est pas le cas avec Sasha Banks. Sasha Banks, c'est un personnage, mais c'est un beau personnage. Peut-être qu'elle est aussi, bitch, comme ça dans la vraie vie aussi, là, on la connaît pas, mais ça change pas le fait que c'est trop poussé pour que ce soit vraiment sa personnalité. Mais en même temps, tu serais pas gêné de mettre Sasha Banks dans un téléroman savon. Non, effectivement. Tu sais, c'est un peu ça que la WWE recherche aussi. Tu peux un roman savon avec des personnages de roman savon, mais là-dedans, t'as un ring, pis t'as des gars et des filles qui se tiraillent. Parce qu'eux font de la télévision. Mais quand même, dans le cas de Sasha Banks, elle a tout pour elle présentement, et j'espère que ça va continuer. Juste pour clôturer ce que je disais tantôt. Ouais. Je comprends ton point. Je suis d'accord avec ton point. Mais comme je dis, ça reste que si tu regardes les divas habituelles, qui ont toujours été reconnues pour être les filles au gros tâton, qui savent moyen lutter. Puis on s'entend, c'est pas la diva classique. Non. C'est vraiment le nouveau modèle de diva. Donc, ça fait spécial. De deux,
l'autre chose qui est différent aussi avec Sasha Banks, c'est qu'elle a même pas de lineage pour se défendre. Elle a pas de sang, elle a pas rien, là. Fait qu'elle est obligée de se prouver à partir de zéro, là. Fait que c'est clair qu'elle a pas le choix de se donner puis qu'elle va continuer. Mais on s'entend, on en connaît-tu des lutteurs et des lutteuses qui étaient dans la même situation et qui ont laissé tomber? On peut parler d'Evan Bourne. Qui était exactement dans la même situation, puis pourtant, oui, les blessures n'ont pas aidé. Mais le gars avait un potentiel de fou. Puis ben, il avait pas l'air de vouloir tant que ça, parce que ça a pas popé, ça a pas voulu. Non, je te dirais qu'Evan Bourne, c'est pas un bon exemple, malheureusement, parce que c'est à cause des blessures. Ben c'est ça que je dis. C'est sûr qu'il y a eu les blessures qui n'ont pas aidé. Mais ça change pas le fait que si on parle, on met en relief, comme je dis, Sasha Banks c'est pas une grande lutteuse, elle est toute petite, plus fragile. Elle a l'air plus fragile, excusez-moi. Vice versa, Evan Bourne, c'était la même chose. Mais ça reste que je dis moi-même. Edge, même chose aussi. Ça reste que moi je dis moi sur Sasha Banks. Elle sait qu'elle a tout à prouver. Et elle a l'intention de le prouver. C'est ça. C'est malade. Non, Sasha Banks, honnêtement, je suis d'accord avec ton point, c'est la meilleure heel présentement. Puis c'est probablement la meilleure heel depuis très longtemps dans la diva de Fait que pour toi, c'est ton match de la soirée. Oh, j'ai adoré ce match-là. Honnêtement, ils ont tout fait. J'ai trouvé vraiment drôle quand la foule ont commencé à chatter justement. We want Becky. Ils voulaient un match NXT, là. Ouais. Ils s'en foutaient, là, de Brie Bella rendu là. Ils voulaient Becky dans le match. Let's go. On veut les 3 NXT Girls se battre ensemble. On s'en fout. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est la preuve que la foule, c'est ça qu'elle veut présentement. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait ce changement-là présentement. Ouais, il y avait aussi une question de timing aussi. Mais la fait que tu avais dit, que je trouve intéressant, et je respecte ton opinion, parce qu'effectivement, les 3 filles méritent d'être applaudies, de dire que c'est qu'elles méritent le saut de meilleur match de la soirée. C'était pas mon match préféré, personnellement. Okay. Moi, c'est Bray Wyatt contre Roman Reigns qui était mon match de la soirée, comme je te dis, pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais c'est vrai que Brie Bella, Sasha Banks et Charlotte, c'était du solide. À part pour le fait que Brie Bella s'en sert comme bouche, je trouve ça, c'est l'affaire que j'ai comme me turné off totalement. Mais c'est un gros turn off. Sauf que, avant que tu fasses c'était pas le plus gros turn off de la soirée. Non, effectivement. C'est mineur comme turn off en fait, mais ça change pas avec genre. On y revient plus tard. C'est un gros turn off pareil, Brie Bella qui prenne le pin. Mais à la bonne heure, Charlotte avait eu le droit à son moment backstage avec son père. C'était beau. And she did it with flair. Sinon, pour terminer, clôturer ça, j'ai aimé le Diva Dive Fury. C'est rare qu'on voit les filles se mettre à diver à l'extérieur du ring sur tout le monde. C'était beau. C'était vraiment beau à voir. Même Brie, elle a pas divé, mais elle a quand même accepté de prendre un bump. Genre, elle était comme sur la 3e corde, parce qu'elle se faisait rentrer dedans par Sasha Banks. Elle revolait sur ses alliés à l'extérieur du ring. Je veux dire, faut y donner pareil. Même si c'était pas un vrai dive, comme Sasha Banks qui a fait vraiment un suicide dive, puis Charlotte qui a fait un over the third rope splash. C'était quand même ça. Donc j'ai quand même apprécié ce moment-là. C'était solide. C'est ça. Puis honnêtement, j'ai dit ça plus tôt dans la soirée pour ce qui est de Barrett et Truth, en disant que c'était le meilleur depuis le meilleur pre-show depuis qu'on a commencé à faire notre show. Et ça, c'était le meilleur match diva qu'on a vu depuis le début de notre show, et solidement. Alors, ce match-là, 9 sur 10. Oui, et ça mérite quand même son 9 sur 10. Je ne dis pas le contraire, je ne conteste pas ça. C'est là que encore une fois, je blâme le pouvoir de la plume. Je t'arrête de faire un concours, je pense, sur combien de fois que je dis le pouvoir de la plume. Si les gens peuvent savoir combien de fois que j'ai dit le pouvoir de la plume dans ce podcast-là ou dans d'autres podcasts. Ouais, c'est ça. Je leur donne un biscuit, je pense. Quand ils vont venir au Janimi de Gatineau. Au chocolat, j'espère. Oh. Non, on passe au next one. Au raisin, voyons donc, là. Raisin de boîte, c'est bon aussi. J'ai quand même de la classe, tu sais, franchement, là. Next match. Cena Owen, qui était le combat parfait pour une semi-finale. Non, pour le main event, tu veux dire. Ah, c'est vrai. C'était le main event de la soirée. Oui, c'est vrai, c'est le main event de la soirée.
C'était le main event de la soirée. Là, Je m'excuse. Faut le spécifier. Wikipédia s'est trompé quand ils disent qu'il y avait un match après ça. Moi, j'ai pas vu de match après ça. Moi, ça a été le dernier match de la soirée. Mais pourtant, on va en parler après, mais pourtant, c'était pas Cena et Owen qui étaient à la tête d'affiche, puis c'est dommage. Ça aurait dû. Normalement, ça aurait dû les 3 filles, mais bon, il y a encore la situation que les filles ça vend pas. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est notre paire de manches. Bref, je vais te laisser aller parler de Kevin Owens et John Cena en premier, vu que c'était moi qui a transporté sur mes épaules les descriptions sur ce que j'ai bien aimé sur Bray Wyatt contre Roman Reigns et le triple threat des femmes. Moi, j'ai 2 bémols avec ce match-là. Oh yeah? Go! De 1. Honnêtement, tu regardes les 3 matchs qu'ils ont fait et tu peux facilement compter sur tes deux mains et tes 2 pieds les passes qui se répètent. Première des choses. Oui! C'est la première des choses. Honnêtement, tu as besoin de tes 2 mains et de tes 2 pieds pour compter le nombre de passes qui se répètent dans les 3 matchs. Là. Pas juste dans les 3 matchs. Ça, c'est un peu un turn-off pour moi. J'ai besoin d'originalité, j'ai besoin de quelque chose de plus. Et je n'ai pas vu ça dans ce match-là. Il y a quand même eu 2 passes qui ont ressorti, qu'on n'avait pas vu avant. Kevin Owens qui a pris Cena sur ses épaules pour faire une espèce de spinning neckbreaker. Qui était pas si pire en début de match. Ensuite, il y a eu un backbreaker aussi de Owens sur Cena dans le coin du ring, qui l'a comme pris, il a comme coincé sa jambe en l'ayant collé comme ça, puis il l'a soulevé pour faire un backbreaker par la suite. C'était assez spécial ça aussi. Sinon, honnêtement, ensuite, il y a eu une suplex qui s'est terminée sur le genou d'Owen, qui était pas pire aussi. Mais c'est presque tout. Je veux dire, le reste, c'est du copier-coller. C'était vraiment ça. Il y a eu quand même le Attitude Adjustment de la 3e corde. Je félicite Owen pour l'avoir mangé et d'avoir kick-out. C'est le premier kick-out du Attitude Adjustment de la 3. Donc, je lui donne quand même ça. Mais comme je dis, sinon, c'est ça. C'est du copier-coller. C'était correct. C'était un peu mieux que le 2e match. Mais sans plus. 9 sur 10. Non, c'est quand même un beau match. C'est quand même de la belle magie, mais... Écoute, Richard, tu montres les mots de la bouche, là. Je peux te dire que... C'est moins intéressant la 3e fois parce que c'était du fucking copier-coller. C'était le même setup. C'était du contrôle-C, contrôle-V. Contrôle-C, contrôle-V. Fait que là, mais là... C'est ça que la plume a fait ce soir. Oui, c'est ça que le pouvoir de la plume. Mais c'est pas tant le pouvoir de la plume, tant que... c'est parce que John Cena est à ce point limité à prendre des bombes? Est-ce qu'il est à ce point... Est-ce qu'il veut pas prendre des gros? Pourtant, il a pris des gros moves. Fait que tu peux pas arriver et dire que Cena veut pas prendre de gros moves. Il a quand même pris un reverse top rope suplex qui inclut que Owens a fait une vrille, un 180 pour que Cena mange le coup. Puis faut le faire, ça! Oh, puis il l'a fait dans les 3 matchs. Là. Faut le faire! Puis les 2 fois qu'il a fait son cannonball, le premier match c'était laid, mais le 2e et 3e match que Owen a fait son cannonball, Cena l'a très bien mangé. Fait que dans le fond, Owen, ce qu'il est après me dire quasiment, c'est qu'il a fait l'erreur la plus fatale dans ses combats, c'est que dans son premier affrontement de ce que c'est John Cena, il a tout utilisé ce qu'il pourrait faire, il a tout montré son savoir-faire, tout dans le même match. Fait que là, il peut plus y arriver puis surprendre. Honnêtement, contre Cena, oui. Tu le mets contre un autre, peut-être qu'il peut sortir de quoi d'autre. Mais contre Cena, oui. Parce que sinon Kevin Owens qui se proclame homme de famille, c'est comme j'ai dit depuis qu'on parle de Kevin Owens, c'est un espèce de bébé lala. T'as juste à regarder Raw, là. Même NXT. Il était bébé lala, c'est bords. Même NXT, je sais pas si tu as vu ce qui est arrivé à NXT cette semaine durant la signature de contrat pour le match entre Finn Balor et Owens à Brooklyn pour la NXT title. Non. Owens qui, comme d'habitude, décide de faire son bébé, son tata, qui ferme la couverture du contrat après l'avoir signé.
qui le lance sur Finn Balor, qui vire la table sur Finn Balor, qui arrive pour donner, il prend la tête à Finn Balor, il la fracasse sur la table. Puis là, t'as William Regal qui arrive pour le restreindre. Il a donné un coup de poing à William Regal qui s'est ramassé au sol. Et pour tout ça, pour après, genre juste se faire sortir par Finn Balor. Puis là, Finn Balor, pendant qu'il regardait puis qu'il s'assurait que William Regal était correct, Owen qui revient dans le ring pour essayer de faire comme non, c'est pas vrai que tu vas me sortir comme ça. Puis finalement, il se fait sortir pareil. Là. J'espère. Genre, c'est plate là, parce que honnêtement, là, l'impression que ça me donne, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais en pire. C'est pas juste le fait qu'on a l'impression d'avoir vu tout son setup de move, c'est qu'on a l'impression qu'il a déjà fait le tour du personnage. Voilà. Donc, c'est ma petite crainte, là, présentement. À ce moment-là, ce serait la faute de Kevin d'avoir trop donné. Parce que lui aussi, il s'est dit, fuck, j'avais même pas un mois que j'étais à WWE, puis j'étais d'abord dans la NXT, j'étais le champion de la NXT. Puis ensuite, là, je me retrouve dans le même roster. Je disais un mois, mais je pense que c'est 3-4 mois en réalité. Mais, c'est parce que c'est, exemple, Tyler Breeze, ça fait des années qu'il est dans NXT, il est pas encore dans le même roster, mais ça, Tyler Breeze, il y a des bonnes raisons quand il est pas dans le même roster. Amore puis Colin Delaley, moi je trouve qu'ils devraient être dans le même roster, mais ils sont pas dans le même roster. Ils n'ont pas eu encore de title ring, je pense qu'ils sont pas encore là. Pas de Tyler Ring pour être dans le même roster, s'ils ont le talent pour, ils ont le talent. Ouais, mais ça, on s'entend. Ça, c'est Amore, les fans de lutte qui parlent. Amore, il a un charisme de malade, puis dans Colin Delaley, c'est un grand gars qui sait lutter. Oh, ça c'est vrai. Je répète, un grand gars de 7 pieds qui sait lutter. Moi, personnellement, je continue. Ça court pas dans les rues, ça. Moi, personnellement, je continue à dire la même chose de ces deux gars-là que je dis depuis le début. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ces podcasts, mais pour moi, cette équipe-là, c'est les premiers qui vont être capables d'avoir un aussi gros impact que les Outlaws. New Age Outlaws. Cause you can't teach that. Exactement. c'est vraiment ça, là. Tu peux pas dire le contraire. Ça s'apprend pas, ce type de charisme-là. Être capable de faire des promos que la foule répète. Non. Il y a Outlaws qui ont été capables de le faire avec leur Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages. Et etc. là. C'est bien parti. Non, ben c'est ça. Il y a eux autres qui ont été capables de le faire. Pis t'en as jamais eu d'autres, des teams qui étaient vraiment capables de dire, là, on fait un speech, là, et la foule le répète, là, avec nous. Amore et Big Delaley. Colin Delaley. C'est les premiers à être capables de faire ça. Et depuis cool. un bout. Et ce qui est le fun, c'est qu'en plus, ils ont leurs chicks. Bon, elle est pas si belle que ça, à mon goût à moi, mais ils ont quand même leurs chicks qui sait lutter pis qui affite dans le trio en plus. J'ai jamais vu lutter. C'est Carmella, je pense qu'elle s'appelle de moment. Carmella, merci. Elle lutte, c'est pas la meilleure, mais elle a un beau style. Elle est quand même agréable à voir dans le ring. C'est quand même intéressant. C'est pas la fille qui sait pas bumper, qui sait pas prendre les moves. Elle prend les moves, elle les prend bien. Peut-être que pour l'instant, la NXT veut pas trop la pusher, puis c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle fait pas grand-chose. Peut-être qu'une fois qu'ils vont décider, ok, on la push, là, elle va sortir plus de moves de son sac. Mais honnêtement, elle est pas désagréable à voir dans le ring. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. Fait qu'honnêtement, ça fait un beau trio. C'est ça qui est agréable. Pour revenir à Cena Owen, comme je dis, c'est ma crainte pour ce qui est d'Owen. On va voir comment il va rebondir. Moi, je pense honnêtement que si ça continue comme ça, là, d'ici peu, Owens va retourner à l'NXT pour le repère de WWE pour un moment. Déjà que je sais même pas à SummerSlam qu'est-ce qui va arriver là. En fait, pour Kevin Owens, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Est-ce qu'il est capable encore de vendre des chandails? Est-ce qu'il est encore capable de se rendre crédible à la télévision? S'il veut encore des chandails au minimum, il va apparaître à SummerSlam. S'il est prêt de vendre ses chandails de Fight Owen Fight, il retourne à NXT. Il retourne à NXT puis that's all, là. Contre qui tu le mets, pardon? Owen? Le seul adversaire potentiel que moi je vois présentement, c'est Cesaro. Effectivement, Cesaro. J'ai comme un peu comme jonglé à Cesaro. Je me suis demandé si ce serait pas bien aussi qu'il y ait Samoa Joe à SummerSlam. Ce serait peut-être trop tôt. Trop tôt. Mais en même temps, il y aurait une demande énorme.
pour Samoa Joe dans un grand événement comme SummerSlam. Ça serait... Fait que... C'est sûr que ça serait big, là. Mais est-ce que la WWE va faire ça? Non. C'est ça. Non, pas nécessairement. Tu sais, je répète quand même qu'ils l'ont pas Joe, trouvé... il est même pas apparu encore, là, à la WWE. Non, mais ils l'ont pas trouvé drôle. Pareil, WWE, je suis sûr que Joe, malgré les paquets d'affaires... qu'il soit impliqué indirectement dans la blessure de Tyson Kidd. C'est un Bret Hart qui accuse Tyson Kidd que Joe est reckless, mais non. Même TJ l'a admis. Ça fait des blessures qui traînent depuis longtemps, c'est lui qui voulait pas les s'en servir. On va s'entendre. Il voulait pas prendre ce temps A parce que il voulait pas... Tu sais, il veut aussi faire son argent quelque part, là. C'est sûr que le Muscle Buster, c'est pas la passe la plus agréable à prendre. Je peux en parler. Sérieux? Ben, honnêtement, tu tombes vraiment sur le coup. Genre, tu tombes sur le... Ça ou un Brain Buster, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. Ok, fait que ça veut dire que la personne qui... Ok, ça veut dire que la personne qui te donne le coup, c'est pas ce qu'elle faisait. C'est bon. Ça se peut. Je sais pas. Mais honnêtement, c'est... Moi, je l'ai utilisé ce move-là. J'ai été très précautionneux tout le temps que j'ai pris ce move-là parce que je voulais justement pas blesser mes adversaires. Voilà. Parce que sérieusement, là, le moindrement que tu tombes un peu croche, comme je dis, le gars il tombe sur le coup. Là. C'est comme le Brainbuster. C'est aussi dangereux que le Brainbuster. Si tu sais pas faire ton move, c'est dangereux. Donc, est-ce qu'on passe à la suite? Je pense qu'on a pas mal fait le tour, en fait, sinon win. Moi, j'ai dit ma note, 9 sur 10, je la répète au cas où. Ok. Donc, comme je dis, le match était bon. C'est pas que c'était pas un mauvais match. Non, du tout. Mais c'était un copier-coller. C'était un copier-coller. Comme le début aime faire, mais là, il y a copier-coller, puis il y a copier-coller, puis là, c'est... Ensuite de ça, t'as Cena Owen. Qui est vraiment un style de copier-coller vraiment désastreux. Je vais en parler vite fait du petit segment qu'on a eu après. Oui, parce qu'on a eu le segment de Miz. J'ai vraiment aimé le segment. Pas tant parce que c'était intéressant, mais juste de voir The Miz qui commence à dire Big Show il est pas là ce soir, puis Big Show c'est une merde. La même chose pour Ryback, nanana. Il en était à l'épais, là, il beurre épais. Et puis là, tout d'un coup, t'entends la musique de Big Show et Big Show qui commence à arriver. Là, t'as Miz qui fait comme t'es là! Eh ben justement, on devrait se teamer pour se battre contre Ryback, putain! Il y a la chienne et puis Big Show qui s'avance, qui rentre dans le ring. On devrait reformer Show Miz! Oui! Ah! C'est ça! Genre, knock-out punch, il sort du ring, il s'en va en arrière. C'est réglé. Right in the That's it. C'était parfait. J'ai adoré ça. Miz, il y a un message subtil là-dedans. Ta gueule. Merci. Donc, sérieux, le petit segment, c'était super rapide, mais c'était tellement agréable. J'ai adoré ça. Juste de voir vraiment Big Show, là. Il sait ce qu'il s'en vient faire, là. Il rentre dans le ring, knockout, weapon of mass destruction. Il sort du ring, il s'en va en arrière. C'est réglé. On n'a pas de but. Mais là, ça n'a pas fini de même. Ah, ben oui, il y a eu un petit segment de 9 minutes après. Là. Après, là. Un petit segment de 9 minutes, là. Puis 13 souplex. 13 souplex et 9 minutes plus tard, ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Puis c'était le main event. On va le dire pour de vrai. Dans les mots, c'était écrit The Main Event of the Night. Seth Rollins contre Brock Lesnar, que personnellement, moi j'avais connu depuis des mois, depuis que c'était signé que ça sera pas bon. Seth Rollins va avoir de la misère. Seth Rollins va avoir qui mange ses bouchées doubles. Il a mangé ses bouchées triples. Ah, quadruple. Même quadruple, Christy. Ah, c'est malade. Il les a mangé ses 13 souplesses, puis il les a mangé mal sale. C'est pas juste le fait qu'il a mangé 13 souplesses, c'est pas juste le fait que le fait que Seth Rollins il démontre pourquoi c'est lui le champion présentement de WWE avec à tes souhaits, avec une différence près à cause de le pouvoir de la plume. Parce que calé, je le dis, je le répète, il n'y a rien à faire avec Brock Lesnar. N'aie jamais me dire à moi qu'il y a quoi faire avec Brock Lesnar. Oui, vous pensez que Brock c'est une machine à cash. Parce que il y a le bagage de UFC qui est avec lui. Fait que vous pensez, Brock c'est un gars légitime. Mais là, tu le regardes aller Brock là. Il a juste une shape, mais il est pas en forme. Il n'y a aucun cardio, zéro.
il est pas seul pour rien, là. Il est avec Paul Heyman parce qu'il s'est parlé. Paul Heyman lui rend service en sacramouille. Puis il est sûrement pas assez payé pour ça. Mais je pense que rendu là, tant que Paul Heyman se fait assez d'argent, je pense que le reste, il s'en fout. Tant que Paul Heyman est également là pour l'art, est également là pour démontrer qu'il est là pour je me répète à mon tour, je viens de faire un Cena Owen, il est là pour démontrer que c'est lui le meilleur micro. Mais c'est parce que tu peux pas... Mais c'est le meilleur micro parce qu'il est capable, il a un excellent vocabulaire. On parlait plutôt de... Je vais glisser ça vite fait. Oui. On parlait plutôt du fait que Taker, Michaels, Sting, les légendes, les personnages, puis le Bray Wyatt qui est en train de se greffer à ça, du mysticisme, puis qui sont des classes à part au niveau de la lutte. Et pour Heyman, moi, c'est la même chose pour moi, là. C'est pour lui. Pour moi, c'est une classe à part en tant que promoteur et un homme au micro, là. Je le compte, même, on peut pas le compter, je trouve, parce que c'est, comme je dis, autant que Taker, Michaels, etc. sont au-dessus de tous. C'est la même chose pour Paul Heyman. Oh mon Dieu, mais c'est tellement juste ce que tu viens de dire là. Fait que tu peux pas dire c'est le meilleur au micro. C'est pas le meilleur au micro, c'est un god. Point. Quand il dit genre The God of Violent Retribution en parlant de Brock, il devrait dire The God of Holding a Mic and Saying Fruit par rapport à lui. Point. Ce gars-là a jamais menti de sa vie. Quand il a voulu faire des pipe bombs, il les a faites. Quand il a voulu faire quoi que ce soit, il a toujours été réel, vrai, un vrai miroir. Mais c'est aussi ce qui est écœurant de Paul Heyman, c'est son sens du timing. Oui. C'est son sens du timing par rapport à ce qu'il va dire ou ce qu'il s'apprête à dire en contexte de ce que présente le produit présentement et ce dont il est impliqué. C'est ça qui fait la grande force de Paul Heyman. Mais c'est dommage que le gars sache pas lutter. C'est dommage en crise. Il n'y a pas besoin de lutter Paul Heyman. Ouais, mais s'il saurait lutter, ce serait encore plus cool. Je suis pas sûr. Ben... Il serait qui? Le Super Jew? Mais comme je dis, c'est que vraiment le gars, c'est absolument pas lutté. À toutes les fois qu'on l'a vu dans les rings, le gars a clairement démontré qu'il c'est un fucking bouffon qui a du gars cependant. Oh! Parce que lui... Ben, c'est un McMahon rendu là, on peut dire ça, mais il parle extrêmement mieux que McMahon, donc c'est pas un McMahon. Mais il est moins un personnage que McMahon. Oh. C'est la joke. Mais c'est également ça qui fait la force de Heyman. Heyman, t'as l'impression que c'est vrai. McMahon, c'est un cartoon, mais il y a quand même un certain penchant que tu te sens menacé. Mais Heyman, tu te sens menacé parce que tu as l'impression que c'est vrai. Et mais c'est également ça qu'il veut amener avec Brock Lesnar. Mais dans les messieurs, c'est bien remarqué, on déroule beaucoup, mais on va souvent en même temps dans nos déroutages. C'est pour accentuer également sur nos sujets. À rapport un peu quand on a parlé de John Cena contre Kevin Owens, parce qu'il y avait encore une fois le fameux argument de la NXT. Mais pour revenir mais cette fois-là, pour de vrai, à Brock Lesnar et Seth Rollins. En fait, c'est qu'il y a tellement rien à dire sur ce match-là qu'on n'a pas le choix de dévier, c'est juste ça. On a quand même fait des efforts on the spot, en improvisation, à trouver des affaires intéressantes à dire sur les sujets. Moi, j'ai remarqué une chose qui est intéressante à voir. Ben, en tout cas, traite-moi d'épais si tu veux. Peut-être que je suis le seul à avoir remarqué seulement ça là. De quoi? Je sais pas si t'as remarqué dans la vidéo de Rollins, genre quand on voit son move à WrestleMania, comment il a gagné tout. J'avais jamais remarqué avant là, ça m'a sauté au visage là. Le curb stomp est pas juste banni, il est effacé, ça n'existe plus le curb stomp. Parce que dans la vidéo, on ne le voit pas faire son curb stomp pour gagner. Non. On le voit être sur les épaules à Brock Lesnar et on entend 1, 2, 3 puis Rollins il lève la ceinture puis il gagne. Le curb stomp est rendu, comme je dis, pas juste banni, il est littéralement le terme m'échappe de la langue. Il est effacé de l'histoire. C'est ça, il est censuré. Non, c'est ça que je cherchais. Il est censuré. Et ben oui. J'avais pas remarqué ça avant cette vidéo-là. Mais mais encore une fois, c'est même pas à cause de Seth Rollins, c'est pas parce que les gens prenaient mal le move ou des commotions. Au contraire, la manière que Seth Rollins faisait le move, c'était parfait. Tu pouvais encore te lever, te lever demain matin puis reprendre le move 2 fois si tu avais 2 choix à faire puis que le finish était Seth Rollins avec le curb stomp.
honnête, là, si un gars était capable, même si c'était des faux blocs de ciment, même si un gars était capable de manger ce move-là à travers des blocs de ciment, ça doit pas être si pire que ça. Là. Même si c'est des faux blocs. Même si c'est des faux blocs de ciment, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est parce qu'il faut quand même que tu drives ta tête au sol. C'est ça. Dans le fond, quand c'est pareil. Fait que tu sais, ça, encore pas, ça redit sur la qualité, et on déroute encore, mais on revient à Seth Rollins, on met de la valeur sur le fait que Seth Rollins, c'est un lutteur de qualité. Exactement. C'est un champion de qualité. Et la preuve, c'est que si on enlève les 13 souplesses et le F5, que c'est tout ce que Brock Lesnar a fait, le court moment où Seth Rollins a eu un over, il s'est donné, là. Et sérieusement, ça a été un bel over de la part de Rollins. C'était le seul moment que j'ai regardé le combat, sinon je m'endormais. Exactement. Mais encore là, Lesnar, je peux comprendre qu'il fait ses souplesses pour essayer de vendre son chandail Suplex City. Ouais, mais c'était la même chose avant que Suplex City existe. Si voilà. Brock Lesnar aurait jamais dit à WrestleMania Welcome to Suplex City bitch, puis que la foule n'aurait pas embarqué, ça aurait jamais existé Suplex City. Non, là. ça n'aurait jamais existé. Puis pourtant, c'était déjà ça qu'il faisait dans ce temps-là. Souplesse par-dessus souplesse par-dessus souplesse. Là. Ouais. Fait que tu peux pas justifier de dire il fait ça pour vendre son shirt. C'était comme ça même avant. Mais là, il le fait pour ça. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne méthode de marketing. Exactement. Ce qui nous amène... Puis au moins à WrestleMania, il avait varié ses souplexes. Ouais. Là, c'était German. Oh, belly to belly, over the head, German. Ah, je savais pas que Brock Lesnar était nazi. Faut dire qu'il avait une tête de nazi, mais bon. Ceci étant dit, le monde a beaucoup chialé sur ce match-là. Peux-tu me dire pourquoi? Pour la fin qui n'était pas une fin, parce qu'il n'y a pas eu de fin. En gros, là, ceux qui l'ont pas vu, là, je vous invite à ne pas le regarder. Et je vous dis exactement ce qui est arrivé. Comme je vous dis, 13 souplesses, un léger over de la part de Rollins et un F5 plus tard. 1, 2, gong! Les lumières s'éteignent, les lumières se rallument, Undertaker est dans le ring. Ok? Pourquoi un pay-per-view? Ouais? Quand tu regardes un pay-per-view, même si tu payes 10$ plus 11$ pour, là, tu veux voir une conclusion, tu veux voir un dénouement. Exact. Tu sais, ça revient à dire ce que j'ai dit tantôt avant qu'on rentre en onde. Un truc de ce genre-là, ok, oui, ça va peut-être te coûter, entre guillemets, plus cher. Non, en fait, faux, ça te coûtera pas plus cher, au contraire, ça va te coûter moins cher. Ça avait mis ça à Raw sur le fait que justement, tu sers la télévision pour promouvoir tes pay-per-views. Pas des pay-per-views pour pouvoir tes prochains pay-per-views nécessairement, surtout quand t'as la télévision. Où c'est que tu peux avoir accès à des millions de spectateurs versus juste des centaines de mille. Fait que c'était un coup stupide de ceux qui sont derrière le pouvoir de la plume. Dans le fond, il y a deux choses dans ce move-là. De un, ils se sont dit ça va être ça le vrai moment main event de la soirée. Le retour de Undertaker. Ça, c'est la première chose. My God! C'est vrai, c'est ça qu'ils se sont dit, là. Ça fait du sens, mais mon Dieu, c'est stupide! Exactement. Et deuxièmement, ils se sont dit Rollins n'est pas capable de faire un match complet contre Brock Lesnar. Qui va faire un match complet contre Brock Lesnar? Donc, on coupe le match, je répète, à 8 minutes et demie. Suite au son de la cloche, il se passe 8 minutes et demie avant l'arrivée de Undertaker. C'est avec le tag team match, le match le plus court de la soirée. De là, je dis, c'est pas un match, c'est un segment. Rendu là, oui, fuck! Honnêtement... Même Private Players contre The New Day, c'était un match en comparaison. Exact. Honnêtement, Taker, pour finir ça, parce qu'honnêtement, j'ai le goût de finir ça au plus tabarnak. Taker arrive, fait de genre, il se donne 2-3 coups de poing. T'as mon Lesnar qui le prend à F5, puis là t'as comme Paul Heyman qui est fier, qui est comme ouais, détruis-le, et finalement genre Taker qui reverse, qui débarque et qui lui sac un sale coup dans les grelots pour que Lesnar tombe au sol, et là tu vois la face à Paul Heyman qui est comme oh. Ben c'est ça, pour que je te dise, on prenait à Paul Heyman. Paul Heyman, c'est également le facial de la psychologie de Brock Lesnar, parce que sinon c'est zéro. Exactement. Ensuite,
Taker relève Lesnar, lui fait un chokeslam, et toujours là, Paul Heyman qui est dehors et qui est comme speechless, qui est comme et qui regarde la situation totalement holy shit, c'est la revanche. Mais là, il y a beaucoup d'erreurs dans ce segment-là. possible. Je sais pas. Moi, le segment en cours, j'ai pas remarqué. Moi, ça c'est non, mais erreur de gérance, pas erreur de prise, même si je pense que le premier chokeslam, Brock l'a mal pris, mais bon. C'est que Lesnar veut tellement donner une impression. Lesnar, il est là pour, en guillemets, ceux qui veulent me tuer, tuez-moi. Lesnar est là pour rendre la lutte vraie. Oui. Il veut que ça ait l'air vrai, que ça ait l'air de faire mal. Légitime. Donc, veut pas, quand que lui il se fait manger un chokeslam, ben il fait pas genre je push légèrement pour que Taker me soulève de à peu près 6 pouces pour ensuite me driver au sol. C'est je saute comme si je le sautais 3 mètres de haut et que Taker soit à bout de bras pour me slammer dans le plancher. Oui, ça donne un côté impressionnant, mais ça donne pas un côté crédible au move. C'est là que je suis d'accord avec toi. Non, vraiment pas. Ensuite, Taker le relève, lui fait un tombstone par driver, et toujours Paul Heyman, speechless, ne comprend pas ce qui se passe. Taker arrive pour sortir du ring, se retourne, voit Brock Lesnar qui il se relève pas, là. Il bouge un petit peu trop. Il bouge pas gros, mais il bouge un petit peu trop au goût à Undertaker. Taker qui revient dans le ring, qui soulève Brock Lesnar, qui le remet sur ses épaules. Et là, j'aime Paul Heyman qui fait oh my god! No! Qui capote, là, qui fait comme non! Non! Ben, c'est ça. Merci, Paul, de rendre Brock Lesnar moindrement agréable. Exactement. Et dans le fond, ça se finit avec une belle pause d'Undertaker. Et c'est tout. On se parlait sur Internet et j'ai dit, ça finit vraiment comme ça. Parce qu'il n'y a pas de conclusion à ce dont la WWE eux-mêmes ont mis en tête d'affiche. Brock Lesnar contre Seth Rollins, le rematch entre guillemets tant entendu, sous prétexte que Seth Rollins aurait volé le site à Brock Lesnar. Moi, je trouve Brock Lesnar à ce moment-là hypocrite, alors qu'il a lui-même volé le prestige de ce qui rendait Undertaker intéressant une fois par année. De l'autre côté, il était pas non plus pour arriver dire ah ben j'étais un hypocrite, j'ai moi-même volé ce prestige-là à Taker. Ça serait pas crédible pour lui, mais les faits sont là pareil. Non seulement ça, mais je reviens un petit peu sur ce qui s'est dit à Raw, et ça ramène à ce que tu dis là. Non seulement qu'il a enlevé à Taker ce qui le rendait comme le fun, mais il s'en est vanté durant 15 mois. Là. Genre, Taker le dit littéralement à son retour à Raw le lendemain. Il dit, qu'il me vole ça pouvait passer, mais le fait qu'il s'en vante à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, depuis 15 mois, ça c'était trop. Et là, ça en était assez. It's enough. Donc, dans le fond, la beef de Taker, c'est avec Paul Heyman. C'est pas avec Brock Lesnar, mais c'est pas comme Paul Heyman. C'est quasiment ça. Et Paul Heyman qui a la J'aime justement son play quand t'as Paul Heyman qui, pour baver la chose, revient plus tard à Raw et refait, genre, et évidemment fait exprès là, pour beurrer. Il fait Brock Lesnar, that one in 21-1, that beat The Undertaker, that beat The Undertaker, that beat. Il répète, il fait exprès, là. Et là, Taker, coup de gang, Taker qui est là. Et vraiment, là, tu vois le regard à Taker qui n'entend vraiment pas à rire. Mais ça, c'est ta manière de faire ça pour pouvoir vendre ton main event à SummerSlam. Parce que oui, mesdames et messieurs, le main event de SummerSlam, encore en tête d'affiche Brock Lesnar. Ça va être pénible. Ça va être pénible. Si au moins Taker est plus en forme qu'à WrestleMania 30, ça va être moins pire. Oui. Si. C'est un gros si pour l'instant. Mais honnêtement, il a l'air mieux. Déjà, il y a plus de couleurs, c'est agréable. Il est plus blanc comme un drap. C'est déjà pas pire. C'est déjà une belle amélioration, oui. Donc, j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est de noter ce match-là, c'est simple. Je donne 2 points
à Seth Rollins pour 1. Avoir mangé une volée monumentale et 2. Avoir été capable d'aller se chercher un over et se rendre crédible lui-même là-dedans. Ce qui démontre une fois de plus la qualité de lutteur qu'est Seth Rollins. Donc 2 sur 10. Ensuite, je rajoute 1 point pour la, ouvrir les guillemets, surprise, fermer les guillemets, que Taker arrive, finit le match et décide. C'était une belle surprise, oui, c'est une belle surprise, mais ça avait pas sa place. Non, ça n'avait pas sa place dans un pay-per-view. Ça n'avait pas sa place au main event de Battleground. Ça aurait pu après 8 minutes et demie. Ça peut avoir sa place, effectivement, après un long combat d'acharnement entre Seth Rollins. Tu sais, il aurait pu servir de ça pour Seth Rollins est champion parce qu'il c'est un petit chieux qui est chanceux encore d'être champion. Non. Pas au bout de 8 minutes, c'est qu'à un moment donné, tu le vois qu'il se bat pour sa ceinture, tu sais. Oh, il se battait pas, il mangeait une volée. On le savait que là, il pouvait pas kick out ou s'il kickait out, il était pour le regretter, là, tu sais. Fait que t'avais pas le choix de se finir là. Mais en tout cas, comme j'ai 1 point de plus, donc 3 points. Et j'accorde un dernier point pour le record du monde établi de fluide de sortie d'un corps en dedans de 8 minutes et demie pour la sueur de Brock Lesnar. Oh mon Dieu. Il pissait la sueur comme s'il venait de se faire un sueur job. Oh mon Dieu, une première, mesdames et messieurs. J'avoue. C'est sérieux, là. Quelqu'un se fait un bleed job, il pisse autant le sang que Brock Lesnar pissait à la sueur. Mesdames et messieurs, quand c'est rendu que la sueur de Brock Lesnar est plus over que Brock Lesnar lui-même, là, ça fait dire pour Brock Lesnar. Donc, 4 sur 10 pour ce match-là. C'est ma T'es généreux, cependant. C'est ma pire note ever. C'est la pire note ever, mais quand c'est rendu que là-dedans, t'as 2 points que t'accordes pour Seth Rollins à lui tout seul, entre guillemets, dans le fond, sur 2, parce que t'as quand même commencé avec ça, c'est quand même 2 points que t'accordes seulement à Seth Rollins, mais tu donnes ces 2 points-là à Seth Rollins, donc mathématiquement c'est 100%, donc tu donnes quand même une bonne cut pour Seth Rollins, qui a juste été malheureusement nuit par Brock Lesnar. Exact. Fait que là, oui, sur papier, c'était écœurant, Brock Lesnar contre Undertaker, mais non, ça sera pas bon. Je préfère déjà d'avance, si ça peut être officiel, le 3 contre 3 entre la famille Wyatt contre The Shield 2.0 featuring Sting. C'est ça. Non, effectivement, ça va être... Si ça arrive, ça va être malade. Si ça arrive, ça serait malade. Ça risque d'être le match de la soirée, honnêtement, si ça arrive. Parce que déjà là, on le sait tout, Sting l'a non seulement encore, mais il l'a avec les fans. Les fans à WrestleMania étaient 1000 et 1000 fois derrière Sting. C'était incroyable. Donc, on verra. Donc, est-ce qu'on termine comme ça ou on parle un petit peu de ce qu'on pense qui va arriver justement à SummerSlam? Non, je pense que ça, on devrait garder le public en haleine jusqu'à la prochaine occasion. Alors, tout le monde, voici mon haleine. Je vais donner la tenir. Veuillez la tenir. Qu'est-ce que t'as mangé? Ça sent la laveur pourri qui a écrasé sur la 50. Donc, à un moment donné, Richard Adam Gagné, son régime est constitué de roadkills après roadkills. Non, c'est des façons seulement. C'est seulement. Seulement. Ça serait hot dans le milieu du ring. J'amène mon raton laveur. Let's go, Esprit. Parle-moi d'une belle gimmick. Et là, tu pourrais dire que pour de vrai, la gimmick aurait la rage. Toutoum. C'est tendu. Merci de nous avoir écouté, cher public. C'est super agréable de vous écouter. Pour SummerSlam à cet enregistrement qui est le 23 juillet, qui devrait apparaître 2 jours plus tard, donc on va checker vos dates. SummerSlam arrive dans un mois. On va quand même essayer de vous trouver des sujets de podcast d'ici là. De toute façon, on a plein de sujets à partager avec vous. Merci de nous écouter. Sur un plan plus personnel, excusez-moi. Comment peut-on te rejoindre, Richard Adam? Comme à l'habituel, ne vous gênez pas pour me rejoindre sur la page Facebook de Entre 4 coins du ring. Je vous rappelle, entre 4, le chiffre 4, coin avec un S.
message privé, commentaire directement sur la page. Gênez-vous pas, je réponds à tout. Ensuite, si vous voulez me rejoindre vraiment de manière personnelle, donc c'est-à-dire que vous ne voulez pas que Pierre-Luc Espantoso voit ce message, car c'est des pitcheries contre lui. Mon petit talent, toi. Vous pouvez me rejoindre de manière privée et personnelle sur mon compte Richard Adam Gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher Pierre-Luc? On peut me rejoindre sur antithèse@yahoo.ca ou le gmail.com pour des questions personnelles concernant vos questions, dans le fond. Il y a également le email, plus l'email de entre 4 coins de ring à entre le chiffre 4, coin au pluriel, @gmail.com. Moi, je suis celui qui gère le compte Twitter du projet Entre les 4 coins d'urine, également à entre le chiffre 4 et coin au pluriel, je répète, sur le Twitter. Sinon, revenez-nous au prochain épisode, ça devrait être l'épisode sur l'humour. Alors ici Pierre-Luc Espantoso pour Richard Adam Gagné. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir.